Allô chauffeur. Tout sur le comportement professionnel et la vie des chauffeurs au quotidien. Allô chauffeur. Marco Foucault. Bonjour et bienvenue dans l'émission Allô chauffeur. Meilleurs vœux à vous tous qui êtes toujours fidèlement branchés au programme de la 92.5. C'est encore pour moi un grand plaisir que de vous retrouver nombreux à l'écoute de Lux FM et de votre émission Allô chauffeur, le rendez-vous des hommes prudents. Ah bien, comme vous le savez, vous pouvez déjà le constater que c'est la toute première émission de cette année 2024. J'en profite déjà pour vous souhaiter les meilleurs vœux à vous tous qui êtes les fidèles de l'émission Allô chauffeur, à tous les usagers de la route. Je vous souhaite bonne année et les vœux les meilleurs. J'espère que nous allons encore passer des excellents moments ensemble pour découvrir et apprendre encore à mieux établir l'équilibre entre la route, l'homme et son véhicule. Alors, nous venons encore aujourd'hui avec un nouveau numéro de Allô chauffeur. Et je ne suis pas seul, je préfère déjà commencer par vous présenter l'invité que vous connaissez déjà très bien, un homme qui n'est plus du tout à présenter. Bonjour, monsieur Alban. Bonjour, monsieur le journaliste. Bienvenue encore dans l'émission Allô chauffeur. Merci à vous. Et les meilleurs vœux. Merci beaucoup. Alors, pour aujourd'hui dans Allô chauffeur, nous parlons de la conscience du chauffeur au volant. Maître Alban, qu'est-ce qu'on va entendre par la conscience du chauffeur? Merci, monsieur le journaliste, de m'avoir reçu pour cette première émission de l'année 2024 qui vient de commencer. Je vais définir comme suite ce que c'est que la conscience. Ce n'est autre que la perception ou la connaissance plus ou moins de l'existence d'une personne dans ce monde en fait. Et c'est par la conscience que l'homme peut reconnaître le bien et le mal. Parce que l'homme n'a pas la possibilité ou les moyens de se détourner de sa conscience. Ça veut tout simplement dire que la conscience permet à l'homme de savoir ou de faire la différence entre le bien et le mal. Quand une personne fait un acte ou pose un acte négatif ou positif, il en est conscient de ce qu'il fait. Ça veut tout simplement dire que rien ne le surprend. Donc la conscience permet à l'homme de se reconnaître qu'il existe et de savoir ce qu'il fait en bien ou en mal. Pour ce qui est du chauffeur, quand on va parler de la conscience du chauffeur, à quoi est-ce qu'on va faire allusion exactement? Oui, quand nous parlons de la conscience du chauffeur au volant sur la route, c'est parce que nous avons constaté sur la voie publique, il y a beaucoup des chauffeurs qui conduisent tout en agissant négativement. Cela ne veut pas dire qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, non. Parce qu'un chauffeur, tout d'abord, c'est celui-là qui a pris la conduite dans les normes. Et quand je parle de la conduite automobile, elle a une base. Donc la base de la conduite automobile se repose sur quoi? C'est tout d'abord sur la connaissance du véhicule que vous conduisez, parce que ce matériel est égal aussi à une arme. Avec un véhicule, vous pouvez tuer une, deux ou plusieurs personnes. Et vous pouvez aussi vous donner la mort avec votre propre véhicule. Donc il veut dire qu'un véhicule représente une arme. Et celui qui manipule une arme mérite avoir ce qu'on appelle une bonne formation, que cette personne puisse avoir la base pour savoir se servir du véhicule. Et donc, quand je veux parler de la base, elle dépend tout d'abord de la connaissance du véhicule. Donc, le matériel que vous utilisez, vous devez le connaître. Et dans la base, nous avons quoi? Nous avons la connaissance du code de la route, qui n'est autre que l'ensemble de la législation concernant la circulation routière. Nous allons parler de quoi? Du comportement que le conducteur adopte au volant sur la route. Ça fait partie de la base, parce que il y a de ces chauffeurs, quand ils se retrouvent sur la route, ils ont des comportements négatifs qui leur poussent parfois même à insulter des personnes qu'ils ne connaissent pas. Alors que selon la loi, on n'insulte pas une personne qu'on ne connaît pas. Et hormis ça, il y a ce que s'ajoute la maîtrise du véhicule. Parce que quand vous êtes chauffeur, vous devez avoir ces 4 éléments-là en vous. C'est-à-dire avoir la connaissance du véhicule, avoir la connaissance du code de la route, avoir un comportement adéquat qu'on doit adopter sur la route au volant, et ensuite avoir la maîtrise absolue du véhicule pour ne pas s'en servir en mal. Alors déjà, pendant que vous parlez, monsieur Alban, une question me vient directement. J'ai discuté récemment avec un jeune
qui venait de finir avec sa formation en conduite automobile. Donc, il venait de sortir d'une auto-école et il me disait, j'ai hâte de commencer directement à travailler. Donc, il attendait déjà un taxi avec lequel il devait déjà fonctionner, aller déjà dans la circulation. On était à moins d'1 mois de la fin de sa formation. Est-ce qu'il y a un délai? Sinon, est-ce qu'il y a une durée pendant laquelle on est censé entrer en circulation tout de suite après la formation? Bon, déjà, quand vous me parlez que le jeune homme voulait s'engager pour aller faire taxi, suite à la fin de sa formation à l'auto-école, je dirais que ça, c'est mal faire. Pourquoi? Parce que un taxi est un véhicule qui ne peut qu'être conduit par un professionnel de la conduite. Un professionnel. Donc, je ne peux pas peut-être encourager une personne qui sort de l'auto-école et directement aller faire taxi. Mais quelqu'un qui sort de l'auto-école, Monsieur Alban, on va dire que peu importe le nombre de temps à peine qu'il est passé sur le terrain, mais c'est déjà un professionnel, non? Il n'est pas professionnel. Pourquoi? Au sorti de l'auto-école, l'apprenant est censé passer un examen pour l'obtention d'un permis de catégorie B. Alors que le permis de catégorie B t'autorise de conduire juste les voitures personnelles, les véhicules de tourisme. Tout à fait. Question d'acquérir de l'expérience. Donc vous avez peut-être au moins 2 ans par là de conduire un véhicule de tourisme. Question d'acquérir de l'expérience. Vous n'allez pas directement vous jeter à aller faire taxi sur la route après votre formation à l'auto-école, parce que déjà un taximan, c'est quelqu'un qui passe beaucoup de temps au volant. Donc vous imaginez, puisque l'homme conduit par rapport à son cerveau. Donc un apprenant qui sort de l'auto-école ne peut pas tenir plus de 2 heures au volant. Le cerveau va relâcher. Parce que tout ce que le conducteur fait, tout ce que le chauffeur fait, ça vient droit du cerveau. Alors que le cerveau d'un novice, s'il faut le dire, d'un novice dans la circulation, ne peut pas supporter plus de 2 heures. C'est-à-dire quand vous avez pris un véhicule, par exemple, à 6 heures, autour de 8 heures, vous allez relâcher, vous allez vous fatiguer. Mais quand un chauffeur de taxi prend son véhicule pour aller travailler, il en a peut-être de 6 heures, parfois jusqu'à 20 heures. Donc vous imaginez, il passe beaucoup plus du temps au volant le long de la journée. Et à ce moment-là, ça demande une certaine expérience. Alors que l'expérience dépend de la durée du temps que vous avez conduit. Et c'est inadmissible de voir quelqu'un qui sort de l'auto-école et aussitôt qu'il devienne chauffeur de taxi. Mais voilà pourquoi nous enregistrons le désordre et puis des accidents, en tout cas à répétition. Parce que si on peut voir l'échelle des accidents durant l'année 2023 qui vient de nous dire au revoir, je pense bien que le taux d'accident est vraiment élevé. Et quand vous allez regarder sur la voie publique, c'est beaucoup plus les véhicules de transport du genre taxi et bus. Parce qu'il y a des gens au sorti de l'auto-école, après on le voit, il est au volant dans un bus et conduire les vies humaines. Vous imaginez, le transport en commun est réservé aux professionnel de la conduite. On n'est pas professionnel dès qu'on a fini la formation à l'auto-école. On est novice. Voilà pourquoi on délivre un permis provisoire qui permet à l'automobiliste de conduire pendant un laps de temps afin d'acquérir de l'expérience en fait. Parce qu'il doit mettre en exercice ce qu'il venait d'apprendre à l'auto-école. Donc il n'est pas censé aussitôt se jeter dans la cour de grand. Ça, j'appellerais ça la cour de grand. Quand on est chauffeur de taxi, chauffeur de bus, nous sommes dans la cour des grands des chauffeurs. Et ceci demande une certaine expérience qui n'émane pas de moins de 2 ans. Donc c'est pas normal que quand quelqu'un sort de l'auto-école, qu'il puisse aller faire taxi avec une expérience, je ne sais pas si c'est de 1 semaine ou 2 semaines. C'est inadmissible, monsieur le journaliste. Mais c'est quelqu'un qui pourrait apprendre sur le tas, une occasion d'acquérir de la connaissance au fur et à mesure. Non, même quand on appuie dans le tas. Moi, je parle de l'expérience professionnelle. Je parle de l'expérience professionnelle. Pour avoir de l'expérience, il faudrait que vous puissiez avoir le temps de conduire assez longtemps au volant. Je m'explique. Une personne qui commence à conduire, par exemple, en janvier, de janvier jusqu'à juin, ça fait 6 mois. Ça dit qu'on parlerait de 6 mois d'expérience. Alors que 6 mois d'expérience ne suffit pas pour se jeter dans la cour des grands pour les chauffeurs. Parce que celui qui fait le transport en commun, il conduit les vies humaines. Ça veut dire qu'il a une lourde responsabilité. Il doit savoir que derrière lui, il a des chefs, des responsables de famille. Est-ce que vous imaginez? Donc, en cas d'accident, automatiquement, il peut faire qu'il puisse multiplier le taux des veufs, des veuves et puis des orphelins. Vous imaginez? Donc, ce n'est pas du tout normal qu'un novice dans la circulation s'engage à aller faire le transport en commun.
Mais quelqu'un comme ça qui se fait recruter, peut-être qu'il va falloir dire un mot au recruteur, parce que moi j'ai mon taxi, je prends un chauffeur comme ça, je ne suis pas obligé de demander combien de temps il a d'expérience. Ben moi, je pense que là, je veux condamner celui qui a recruté le taximan. Quand on veut s'engager dans une entreprise, on dépose les dossiers. Et quand tu déposes un dossier, on y tient compte par rapport à votre CV. On regarde l'expérience professionnelle que vous avez. Et hormis ça, le dossier ne suffit pas parce qu'on finit toujours par passer par l'entretien. Il faudrait qu'on puisse t'entretenir pour en savoir plus ce que tu es capable de faire. Donc, tu ne peux pas recruter quelqu'un parce que tu as des véhicules et puis tu vas ramasser les chauffeurs dans la rue sans pourtant en savoir plus de leur expérience professionnelle. Donc, ça veut dire que celui qui recrute, il a aussi une lourde responsabilité. C'est pas le fait que la personne puisse vous présenter le permis de conduire et que vous allez l'engager automatiquement pour lui donner votre véhicule afin d'aller faire taxi ou d'aller conduire votre bus. C'est pas le fait. Il faut passer aussi par un test. Il faut tester le chauffeur. Vous êtes à bord, il prend le volant, vous effectuez quelques courses pour essayer de regarder le comportement qu'il adopte au volant, sa façon de faire. Ça pourra quand même vous apporter un plus pour en savoir que si et seulement si que vous pouvez l'engager ou pas. Mais si vous le faites parce que vous avez vu le permis de conduire, si vous le faites parce que vous avez entendu qu'il est chauffeur, à ce moment-là, ça c'est mal fait. On ne recrute pas quelqu'un par rapport au dossier peut-être qu'il a présenté parce qu'après le dossier, il faudrait qu'il ait ce qu'on appelle l'entretien et puis peut-être un test. À ce moment-là, on peut engager la personne pour lui remettre le véhicule et puis les contacts. On peut pas l'engager par rapport à un témoignage qu'on aurait reçu. Non, je suis désolé. Là, c'est une grosse bêtise que ces responsables de véhicules commettent pour remettre leur véhicule à n'importe qui sans pourtant en savoir plus. Pour en savoir plus, il faut passer par un test. Il faut tester le chauffeur et vous saurez que non, oui, si vous n'avez pas les capacités, cherchez quelqu'un qui a une expérience, qui peut être à bord, vous êtes dans le moyen et vous effectuez les courses. C'est-à-dire que les courses, parce que celui que vous mettez à bord, qui est du domaine, ok, vous pouvez prendre un moniteur d'auto-école qui est qualifié. Vous le prenez et puis pour aller faire le test pour savoir, moi je vais remettre mon véhicule à X, Y, Z, mais il faudrait que je sache est-ce que cette personne-là est vraiment au point pour aller conduire le bus ou bien faire le taxi. Prenez quelqu'un du domaine et puis vous faites un test au chauffeur avant de lui remettre votre véhicule. Alors, on a parlé tout à l'heure de la connaissance justement du véhicule également qui entre dans la ligne, en ligne de compte en tout cas pour la conscience du chauffeur. De quoi on veut parler exactement? Qu'est-ce qu'il y a lieu de savoir ou sinon de connaître dans le véhicule avant de prendre le volant? Le véhicule est tout d'abord mécanique, électrique et électronique. Donc, vous imaginez, quand vous conduisez un véhicule, vous êtes censé le connaître. Et c'est ça qu'on apprend à l'auto-école. Ça, ce sont les cours de base. Il faudrait que tu apprennes qu'est-ce que c'est qu'un véhicule, de quoi est-il composé, quels sont les organes principaux que nous avons dans un véhicule, les organes secondaires, quelles sont les commandes principales et les commandes secondaires, à quoi sert tel organe, à quoi sert telle commande. À ce moment-là, quand vous allez maîtriser la composition du véhicule et son fonctionnement, on dira que vous avez eu la connaissance du véhicule. Parce que vous conduisez un véhicule que vous ne connaissez pas, à ce moment-là, vous êtes considéré comme un aventurier, monsieur le journaliste. Vous êtes dépourvu des notions de base que vous êtes censé avoir concernant ce matériel, ce moyen de transport qu'on appelle véhicule. Et quand je parle de la connaissance du code de la route, c'est l'ensemble de la législation concernant la circulation routière. C'est-à-dire qu'ici, on va parler des règles. Tout à fait. On va parler des lois. Dans l'ensemble des règles, il y a la signalisation, nous avons les panneaux, nous avons les feux, nous avons les marquages au sol. Et toujours dans l'ensemble des règles, nous avons l'ordre de priorité de passage au niveau des intersections. Vous allez constater que si nous parlons de la conscience, c'est parce que le chauffeur, quand il arrive devant une intersection, par exemple, là où il y a un panneau stop, il sait très bien que le stop veut dire arrêt obligatoire. Exact. Mais quand il n'a pas immobilisé le véhicule et qu'il s'engage, vous n'allez pas me dire le contraire, que sa conscience ne lui reproche pas. Mais il est derrière le temps, il est derrière l'argent. Le temps, c'est de l'argent pour lui. Non, loin de là, on ne conduit pas par rapport au temps. On ne conduit pas par rapport à l'argent, mais on conduit par rapport au code de la route. L'argent dans la conduite automobile n'a pas sa place. La conduite automobile dépend de la mise en pratique du code de la route. Celui qui conduit et qui ne met pas en pratique le code de la route, ce n'est plus un conducteur.
Voilà pourquoi ces chauffeurs ont développé cette conduite qu'on appelle la conduite commerciale. Mais vous pouvez aller dans l'internet, je pense bien qu'il n'y a aucun document qui a été conçu qui parlerait de la conduite commerciale. Je connais la conduite urbaine, je connais la conduite défensive, on va te parler de la conduite offensive, de la conduite préventive, mais la conduite commerciale n'existe pas. Elle a été juste développée, je dirais peut-être chez nous au Congo. Donc, il veut te dire que ça, c'est mal faire. Et puis, les agents de l'ordre, donc les policiers routiers, ils sont obligés d'ouvrir les yeux là-dessus. Parce que le désordre organisé, si et seulement si ces policiers pouvaient frapper, je pense bien qu'ils ont le monopole de correctionner et puis d'éduquer du jour en jour ces chauffeurs qui arrivent à se comporter de façon néfaste. Parce que leur conscience ne leur dit absolument rien quand ils commettent. Quand on ose effectuer un dépassement à droite, tandis que le dépassement à droite, c'est un dépassement irrégulier. Le chauffeur le sait. Il sait très bien que ce que je fais, c'est mal fait. Mais sauf que on ne regrette que quand l'accident arrive. Parce que quand vous faites un accident, votre conscience vous parle. Votre conscience vous rappelle à l'ordre que je me suis mal comporté parce que j'ai effectué un dépassement irrégulier du côté qui n'est pas autorisé. Exact. C'est à ce moment-là qu'il y a un regret éternel. Surtout quand il y a eu mort d'homme. Vous imaginez comment est-ce que vous allez finir votre vie à cause d'une petite règle de rien du tout. Vous pouvez finir votre vie à la maison d'arrêt. À cause d'un panneau que vous n'avez pas respecté, le panneau STOP ne vaut pas le salaire d'une personne. Exact. Vous n'allez pas me dire la composition d'un panneau STOP peut coûter peut-être 100 000 francs. Je suis désolé. Je sais pas, le poteau et puis la plaque et puis la décoration, ça peut pas coûter 100 000 francs. C'est juste un petit panneau, mais il te donne un message qui est capital. Et le chauffeur qui a pris la conduite, il sait très bien que stop veut dire arrêt obligatoire. Et quand on appelle arrêt, ça veut dire c'est immobiliser le véhicule totalement. L'immobilisation veut dire que le véhicule n'est plus en mouvement. Aucune roue ne bouge. C'est ça qu'on appelle arrêter la voiture. Quand vous le faites, vous gagnez les années de vie. Vous ne perdez pas le temps en respectant le code de la route, monsieur le journaliste. Il y a des chauffeurs qui pensent que le fait de respecter le code, ils sont en train de perdre le temps parce qu'ils font la course à la montre pour avoir de l'argent, peut-être pour vite avoir la recette. Je suis désolé. Je suis désolé, la conduite automobile n'a pas de rapport avec ce que certains chauffeurs pensent. Respecter un panneau, c'est respecter le code de la route. Il faut s'arrêter devant le panneau stop. Et quand vous vous arrêtez, même si un mal peut arriver, vous ne serez pas responsable. Mais imaginez que vous n'avez pas respecté le panneau stop et dès que vous vous engagez en cas d'accident, qu'est-ce que vous allez dire? Parce que votre conscience va vous rappeler que je n'avais pas immobilisé mon véhicule. Je n'ai pas respecté le panneau stop. Bon, vous imaginez pour les quelques secondes ou quelques minutes que vous êtes censé faire devant le panneau stop pour gagner votre vie. Vous la perdez parce que vous n'avez pas voulu respecter le panneau et vous vous engagez et suite à cela, refus de priorité, inobservation du panneau stop, refus de priorité à celui qui est engagé sur la voie principale. À ce moment-là, dès qu'il y a accident, votre conscience vous rappelle que je suis en faute, que je me suis mal comporté. Mais monsieur Alban, il y a certains conducteurs, surtout on va prendre les cas des taximens, quelqu'un qui conduit, qui a un client à l'arrière mais qui est pressé, qui dit vraiment il va falloir que tu fasses vite. Est-ce que là, dans ce cas, on va dire que la faute revient au conducteur? Puisqu'il y a le client, on dit que le client il est roi, donc il vous dit vraiment il va falloir que vous vous dépêchez parce que je vous paye de l'argent, dépêchez-vous, moi il faut que j'arrive à l'heure. Monsieur le journaliste, la conduite automobile ne dépend que de la mise en pratique du code de la route. Si le client vous harcèle parce qu'il est en retard, vous n'avez rien à cirer avec le retard du client. Bien qu'il est roi, mais ce n'est pas lui qui tient le volant. Ce n'est pas lui qui conduit. Et le chauffeur est censé conduire par rapport au code de la route. Mais si le chauffeur se laisse empresser, harceler par le client et qu'il fasse la volonté du client, quand l'accident arrive, le client n'a rien à perdre lors d'un accident, surtout s'il n'a pas trouvé la mort. S'il n'y a eu que des dégâts matériels, la responsabilité revient au chauffeur. Le client ne pourra pas mettre la main dans sa poche pour venir vous secourir. Exact. On ne pourra pas vous écouter et pour que vous puissiez avancer des raisons pour dire que j'étais en train de vite rouler parce que mon client était pressé.
Ça n'a rien à voir avec la conduite automobile. De par là, je profite de l'occasion pour les chauffeurs de taxi et des bus qui marquent des arrêts anarchiques. C'est-à-dire que l'endroit là où il n'était pas censé arrêter, mais comme il a vu un client, il s'arrête. Mais et pourtant, c'est au chauffeur aussi d'éduquer les clients parce que le chauffeur se dit, si je passe, je ne m'arrête pas, assure-moi, il va emprunter un autre taxi. Mais tant mieux parce que quand vous immobilisez un véhicule, là, vous n'êtes pas censé l'immobiliser. Au cas où si la police est en circulation, à ce moment-là, vous allez vous faire encore un autre problème. Il est mieux de conduire en respectant le code de la route pour être à l'abri de tout danger. Et pour ne pas se faire prendre le permis de conduire ou bien le dossier parce que chaque fois quand la police... vous retire le dossier ou le permis, on dit quoi? Les policiers, c'est pas des bonnes personnes, mais ils font simplement leur boulot. Du travail. Ils ont été engagés pour mettre de l'ordre dans la circulation, pour mettre de l'ordre sur la voie publique. Donc, quand un policier te retire le permis, ce n'est pas pour le plaisir. Assure-moi que tu as commis. Mais si tu n'as pas commis, comment est-ce que quelqu'un qui n'a pas commis une faute par rapport aux règles de la circulation, comment est-ce qu'un policier peut-il lui retirer le permis de conduire, monsieur le journaliste? Il n'y a que retrait de permis quand on a commis une faute par rapport au code de la route. Et si les chauffeurs peuvent prendre conscience de pratiquer la conduite en respectant le code de la route, je pense bien qu'ils auront moins de problèmes sur la route. Alors, un autre cas, Maître Albon, en parlant des dépassements qui sont censés se faire du côté gauche. On est bien d'accord. Mais un chauffeur qui s'engage à effectuer un dépassement du côté gauche, comme le dit le code de la route. Mais il arrive des fois où on constate qu'il y a comme une sorte de bras de fer entre deux chauffeurs et c'est carrément une course. C'est-à-dire que celui qui est censé laisser l'autre le dépasser refuse de le faire. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on est censé faire? On est obligé de ralentir, de s'aligner dans la voie de circulation pour garder la position normale de circulation. Parce que si celui que vous voulez dépasser ne vous facilite pas la tâche, comme venait le dire, il y a le bras de fer. On ne conduit pas pour faire la lutte. Conduire, ce n'est pas une lutte, ce n'est pas une concurrence. À ce moment-là, vous rangez de votre côté et vous continuez à rouler normalement. Parce que si vous faites le bras de fer, au cas où vous qui osez effectuer un dépassement, vous croisez un véhicule du côté opposé qui n'est autre que le côté gauche qui vous a autorisé d'effectuer le dépassement. En cas d'accident, vous serez responsable à 100% parce qu'il n'y a aucun panneau de signalisation qui oblige au chauffeur d'effectuer un dépassement. Mais il y a des panneaux qui interdisent les dépassements. Donc, quand on effectue un dépassement, on prend la responsabilité à 100%. Quand ça marche, ça réussit, c'est bien. Mais quand vous avez échoué, la responsabilité vous revient. Donc, on ne s'engage pas à effectuer un dépassement pour le plaisir de le faire. Avant d'effectuer un dépassement, il faut prendre les dispositions, être rassuré que le véhicule que vous voulez dépasser, le chauffeur là, il est déjà au courant de votre dépassement parce que vous allez annoncer vos intentions et vous êtes sûr aussi du côté opposé que la route est largement libre. À ce moment-là, vous effectuez votre dépassement par rapport au principe du dépassement parce que le dépassement est un principe. Exact. Il y a dans la ville de Pointe-Noire, les gens ne savent pas ce que c'est qu'un dépassement parce qu'on ne peut jamais dépasser un véhicule et le coincer. Lors d'un dépassement, il faut laisser un intervalle minimum de 1 mètre entre le véhicule qui dépasse et le véhicule dépassé. Il faut qu'il y ait au moins un intervalle latéral de 1 mètre. Et on ne peut que se rabattre si et seulement si que vous avez repéré le véhicule que vous venez de dépasser dans le rétroviseur interne. Tant que le véhicule dépassé n'apparaît pas dans le rétroviseur interne, vous n'avez pas le droit de vous rabattre du côté droit. Et quand vous le faites, il faudrait annoncer par le clignotant aussi. Vous clignotez à gauche pour vous engager dans le dépassement. Et une fois que le véhicule dépassé apparaît dans le rétroviseur interne, à ce moment-là, vous clignotez à droite pour vous rabattre progressivement en maintenant ou en gardant la même vitesse qui vous a servi pour effectuer votre dépassement. Et quand vous allez sur la voie publique, vous allez constater c'est le contraire en fait. Il y a des dépassements qui sont faits bien que du côté gauche, mais les dépassements mal faits. C'est-à-dire qu'on vous dépasse avec un petit intervalle peut-être de 30 ou 20 cm, qui sont parfois même, il y a des accolades entre les rétroviseurs, et puis on se rabat aussitôt. Mais le véhicule que vous avez dépassé, monsieur le journaliste, à son tour, le chauffeur là continue à rouler à son allure. C'est pas lui qui vous a demandé d'effectuer un dépassement. Le dépassement, c'est l'engagement individuel. C'est vous qui prenez l'engagement d'effectuer un dépassement. Et quand vous le faites, mais faites-le selon les normes. Parce que quand un accident arrive, vous serez responsable à 100%.
Justement, on est presque à la fin. On va essayer de résumer. Qu'est-ce qu'on va donc dire de l'importance de la conscience du chauffeur au volant? En résumé, je dirais que je vais attirer l'attention des chauffeurs et des auditeurs qui m'écoutent, qui sont souvent au volant, de conduire tout en manifestant la volonté de ne faire que du bien au volant sur la route. Parce que notre conscience est toujours en place et elle nous reproche de tout ce qu'on fait de bien ou de mal. Chaque fois quand un chauffeur commet au volant sur la route, il en est conscient que je me suis mal comporté, mais il a voulu le faire et puis il a fait sa volonté en fait. Le malheur, c'est quand un accident arrive, c'est là où il y a le regret. Donc je vais attirer l'attention des chauffeurs qui sont en train de me suivre, de prendre le sens de responsabilité pour essayer de conduire tout en mettant ce qu'on appelle leur conscience en place et puis manifester la volonté de ne faire que du bien, respecter le code de la route, bien prendre soin du véhicule parce que ça aussi, ça occasionne beaucoup de dégâts sur la route. Vous êtes conscient quand vous avez pris le volant que la voiture, il y a quelque chose qui ne va pas, soit un bruit inhabituel, mais vous osez quand même forcer la journée, vous dites demain je pourrais partir au garage, la voiture peut vous surprendre. Tout ça là, vous êtes conscient. Quand vous le faites, vous êtes conscient que le moteur est lourd, il y a un problème qui ne va pas dans mon véhicule, mais vous êtes censé vous rapprocher d'un garage pour voir un mécanicien, pour en savoir plus de quoi il s'agit. Donc l'entretien du véhicule aussi, la conscience intervient aussi dans l'état du véhicule. Quand vous conduisez un véhicule qui n'est pas en état normal, exact. Vous êtes conscient, mais vous le forcez quand même. Tout ça là, ça se passe dans la conscience du chauffeur. Nous avons plein de garages. Tel que chez nous à Royal Service, où nous avons un garage moderne avec des appareils appropriés pour faire les diagnostics. Vous conduisez un véhicule qui n'est pas assuré. Vous êtes conscient. En cas d'accident, mais vous faites la prison. Un véhicule qui n'est pas assuré. Mais nous avons beaucoup de maisons d'assurance dans la ville de Pointe-Noire. On ne peut pas prendre le volant d'un véhicule quand ce véhicule-là n'est pas assuré. C'est inadmissible, monsieur le journaliste. Vous conduisez un véhicule, le moteur est lourd parce que vous avez dépassé le délai de la vidange. Juste vidanger le véhicule, ça ne coûte pas des millions. Mais on s'est dit, je vais le faire la semaine prochaine. Mais pourquoi remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui? Est-ce que vous imaginez, monsieur le journaliste? Tout à fait, Maître Alban, malheureusement, le temps va nous faire défaut. Donc, nous allons nous arrêter par ici. Merci beaucoup à vous, Maître Alban, pour tous ces éclaircissements que vous nous avez apportés. Merci beaucoup. Merci à vous, monsieur le journaliste. Et merci à vous aussi, chers auditeurs de Allo Chauffeur, pour votre attention et votre fidélité à nos programmes. Eh bien, nous vous annonçons que Allo Chauffeur, en tout cas pour cette année, va débuter avec le vrai concept de Allo Chauffeur. Donc à partir du 29 janvier, nous allons avoir notre toute première émission en direct avec téléphone ouvert. Vous allez donc nous appeler et exprimer en tout cas vos préoccupations et vos désirs à travers l'émission Allo Chauffeur en direct. Je l'ai bien dit, ça sera le lundi 29 janvier à partir de 9h. Et bien sûr, ça sera toujours dans l'émission Allo Chauffeur avec l'homme à la voix dynamique, Marc Foucault. Pour ce matin, eh bien, c'est complètement terminé. Je rappelle que nous recevions encore Maître Alban César Concours. C'était pour parler de la conscience du chauffeur. Devant ce micro, c'est Marc Foucault, vous le savez. Et la technique était entre les mains de Flavien Landa, qui était assistant de Alain Mabiala, sous la réalisation de Princilien Baya. On vous quitte dans l'espoir de vous retrouver très prochainement dans un nouveau numéro de Allo Chauffeur, le rendez-vous des hommes prudents. Allo Chauffeur. Tout sur le comportement professionnel et la vie des chauffeurs au quotidien. Allo Chauffeur. Marc Foucault.